C'est l'heure du grand décryptage de l'actualité sur l'Intelligent TV. Merci de nous rejoindre dans l'Intelligent Club. Au sommaire, congrès électif du PDCI RDA, décryptage de la journée électorale. Cham demande également un nouveau certificat de nationalité. Africa CEO Forum à Abidjan, quels enjeux dans une période électorale. Samba David, représentant du secrétaire exécutif adjoint de la mobilisation du PDCI RDA, est notre invité spécial dans le cadre de cette émission que j'ai le plaisir d'animer avec mes deux chroniqueurs, Soro Djabika et Jean-Rocher Nguessan. On se retrouve juste après la pause. Ce mercredi 14 mai 2025, le président Tidjane Thiam du PDCI RDA a été réélu pour la seconde fois, on peut le dire, en moins de 2 ans, à la tête du PDCI RDA au terme d'un congrès électif qui l'a plébiscité avec plus de 99% des suffrages exprimés suite au vote des membres du bureau politique. Alors nous avons sur ce plateau un membre du parti, militant avéré du PDCI RDA en la personne de Samba David. Bonsoir. Bonsoir. Soro Djabiga, Jean-Rocher Nguessan, bonsoir également à vous. Bonsoir. On va tout d'abord suivre la vidéo de proclamation de ces résultats qui sont donnés par Georges Ezalé, l'un des vice-présidents de l'ancien parti unique. À la presse. Et donc, les résultats enregistrés font état d'inscrits 5622. Votants 7211. Taux de participation donc 92,69%. Bulletin nul 9. Bulletin blanc 12. Suffrage exprimé 5202. A obtenu donc les candidats chef Tidjane Thiam 5190 voix, soit 99,77%. Nous venons donc d'entendre avec vous les résultats de cette journée électorale qui vient donc de reconduire Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, un renouvellement évident de confiance de la base. Est-ce que vous pouvez nous situer sur le déroulement de cette journée électorale qui s'annonçait par endroits perturbés? C'est vrai qu'on aura l'occasion de revenir sur le cas de Bouaké, mais fondamentalement, dans l'ensemble, comment est-ce que le scrutin s'est déroulé? Je voudrais d'abord vous remercier les journalistes ici présents. Il faut d'abord dire à l'ensemble des Ivoiriens qu'il n'y a pas eu de perturbation sur ces élections-là. À Bouaké, ça a été un épiphénomène. Voilà, donc, comme les enfants l'appellent, le buzz, le feu de paille. Il faut situer les choses dans le contexte. Suite à ces nombreuses plaintes contre le président du parti, Cheikh Tidjane Thiam, qui visait sa nationalité et, comme les gens le disaient, il a été élu au congrès, au 8e congrès, pendant qu'il était encore français. Et pour cela, une plainte donc avait été donc déposée pour qu'il soit non seulement destitué, et nous allions vers une décision de justice qui pourrait mettre le PDCI sous tutelle. Pendant que tout le monde était en train de regarder le 15, c'est-à-dire jeudi 15, le génie de l'homme a donc fait parler de lui.
au soir du lundi, c'est-à-dire à 1 h du matin, il fait une déclaration pour dire « je démissionne ». Alors, si j'ai démissionné, s'il a démissionné, il n'y a plus de plainte. Il démissionne et comme les militants du PDCI croient en leur président, et contrairement à d'autres, là où cette décision de justice a conduit des autres à prendre les armes pour dire coûte que coûte, il faut que notre candidat soit retenu et on va tuer encore des Ivoiriens. Là, il a préféré user d'une stratégie très simple. Après la décision peut être fondée selon les arguments avancés par les contestataires du président du PDCI-RDA. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai que d'après les chiffres donnés tout à l'heure par Esalé Georges, on a un taux de participation supérieur à 90%, mais fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude que vous avez pu ressentir en sillonnant les différents centres de vote au niveau d'Abidjan? Non, il n'y a pas eu d'inquiétude. Il faut dire et puis remarquer que aujourd'hui, étant mercredi, un jour ouvré, tous les militants sont sortis. C'est d'abord saluer cette détermination-là. Comme ce fut le cas le lundi hier, avant-hier, où des femmes, de façon spontanée, sont sorties dès 6 h du matin déjà pour dire non à l'annonce déjà de la démission du président. Le PDCI interparti aujourd'hui, dans lequel je milite, qui me séduit par sa résilience, qui vraiment me séduit par sa résilience. Ça aurait été un autre parti, aujourd'hui on ne parlerait plus de ce parti-là. Donc, pour vous dire, sur le territoire national, les élections se sont passées correctement et toutes ces plaintes contre le président Cheikh Tidiane Thiam ont contribué à faire parler de lui, à le faire connaître davantage. Hier, il avait été élu au 8e congrès à 96%. Aujourd'hui, en décembre 2023, à 96%. Aujourd'hui, à 99,77%. Presque plébiscité. Absolument. Et si ça continue, il serait élu à 100%. Moi, je vous écoute et je m'interroge. Ah oui? Est-ce que la première élection a été mal faite? Non. Nous, à notre niveau, nous ne reprochons rien. La première élection, elle a été bien faite. Elle a été bien faite. Pourquoi décider donc d'un 9e congrès extraordinaire si vous estimez que le 8e congrès s'est tenu dans les règles de l'art? Comme je le disais tantôt, il y a eu le 9e congrès pour une question de stratégie. Nous avons en face de nous des militants qui estiment que le 8e congrès, pendant qu'il a été élu président du PDCI-RDA, il était encore français. Il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Donc, il y a une plainte. Or, nous savons combien de fois notre justice est aux ordres. Alors, pour ne pas attendre le 15, la fin des décisions avant, pour ne pas que le PDCI soit sous tutelle, d'abord, nous avons décidé, le président a décidé son génie pour démissionner. Il démissionne. Et comme le ministre de la Justice a reconnu qu'il est indubitablement ivoirien désormais, alors il revient maintenant en tant que candidat exclusivement ivoirien pour mettre fin à ce débat juridique-là et avancer. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas passer tout son temps à une sorte de question de justice. Non, l'essentiel est devant. Les Ivoiriens ont besoin d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin d'une autre orientation. Et grâce à son génie, nous comprenons comment le PDCI est un parti de paix. Alors très bien, chacun vous avez envie de rebondir avant que Soro Djabiga ne prenne la parole pour sa question. Mais avant mars 2025, Thiam était français. Oui. Donc vous convenez avec moi que la première élection pose problème, puisque les tests estiment qu'il faut être ivoirien pour être à la présidence, pour présider aux destinées du PDCI-RDA. Non, au PDCI, ce n'est pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Au PDCI, il faut être ivoirien. L'exclusivité-là n'est pas liée au PDCI. Mais comme des gens en font un problème juridique aujourd'hui, vous comprenez? Nous avons connu ce même cas en 2000. La Côte d'Ivoire a connu ça en 1995 d'abord. En 1995 et en 2000. En 1995, on a connu tous le Conseil constitutionnel
Avec le code électoral. Le code électoral qui a disqualifié M. Ouattara. C'est ce qui a entraîné, c'est ce qui a créé le boycott actif en 1995. Et ça s'est poursuivi en 2000. Mais quel a été le résultat? Comment ils ont voulu résoudre le problème en 2010? En 2010, on a entendu des gens ici, sur des médias, pour dire on a pris des armes pour que l'autre soit candidat. Nous, au PDCI, on n'a pas pris des armes pour que quelqu'un soit candidat. On a usé seulement d'une stratégie pour dire, moi, je renonce à ce pouvoir-là et je remets le pouvoir entre les mains des militants. Et les militants lui disent, reviens, on a besoin de toi. Enfin, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'est pas établi que la rébellion est un lien formel avec le... Il y a des vidéos qui circulent encore, il y a des vidéos qui circulent encore, il y a des vidéos, il y a même des livres où les gens ont dit, ils ont pris des livres, ils ont pris des armes parce que Ouattara a été exclu. Okay. Voilà. Je vais attaquer d'abord par le score qui a été enregistré aujourd'hui. Alors, M. Samba David, comment expliquez-vous le score de 99,77% enregistré par M. Tidjane Thiam aujourd'hui? Est-ce un plébiscite sincère ou une démonstration de verrouillage politique? Non, un plébiscite sincère. Sincère, je vous dis, à force de parler de vous, des gens chercheront à vous voir. Vous voyez, quand vous êtes dans un combat juste, au départ, vous n'avez pas trop de supporters. Mais au fur et à mesure que vous êtes l'objet d'une injustice, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'injustice se mettent à vos côtés. On a vu aujourd'hui, comment on appelle, Malaga confirmé. Vous voyez? Du nom de ce fameux artiste. Voilà, du nom de ce fameux DJ Congélateur. Quand DJ Congélateur l'a humilié, il s'est mis à genoux, demandait pardon. Mais cette humiliation a suscité le réveil, l'élan de solidarité autour de DJ et qu'on appelle Malaga confirmé. Aujourd'hui, voilà. Le peuple ivoirien aime les martyrs. Et Thiam, aujourd'hui, il est martyrisé. Mais il y a une polémique quand même qui entoure l'organisation de ce scrutin. Un autre candidat en la personne de Diakité, le prénom m'échappe légèrement, qui a également candidaté pour affronter Thiam dans les urnes à l'occasion de ce congrès électif. Il a été écarté. Pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons de sa mise à l'écart par le comité électoral? Pour être candidat, il y a une commission électorale. Cette commission, il y a des conditions. Si un candidat a été écarté, c'est qu'il ne remplit pas les conditions. C'est clair. Ne cherchons pas des pouces sur la tête de quelqu'un qui est chauve. Bon, certains y ont vu une manœuvre d'exclusion au sein de l'appareil décisionnaire du PDC-RDA. Pourquoi il n'y a pas d'exclusion? Le premier congrès, je vais parler du congrès de 2023. Il y avait le maire Yassé, qui était un candidat valable et vaillant. Il n'a pas été exclu. D'accord, moi je suis toujours... Il n'a pas été exclu. Je suis toujours dans le même registre. Certains dénoncent une élection sans opposition. Est-ce qu'on peut parler de démocratie interne réellement au sein du PDCI? Comprenez-moi. Avec ce score soviétique en plus. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Le PDCI ne va pas susciter l'opposition en son sein. On dit la candidature ou les candidatures sont ouvertes. Tu es membre du PDCI, tu remplis les conditions, tu ajoutes tes cotisations. Ça fait 10 ans que tu es membre du bureau politique. Ainsi de suite, tu es candidat, tu viens être candidat. Mais si tu ne remplis pas les conditions, le PDCI ne va pas susciter des candidats. Est-ce que l'esprit, ce n'est pas de s'attacher à la doctrine selon laquelle le président du parti est le candidat naturel à l'élection présidentielle? Oui, mais ça, ce n'est pas... Ça, ce sont les textes qui le disent. Depuis toujours, le président du parti... Est-ce que ce n'est pas plutôt une tradition? Le président du parti, il est d'office le président naturel du parti. Voilà. Donc c'est traditionnel au PDCI. Voilà, merci, c'est traditionnel au PDCI. Et cela, et celui d'aujourd'hui, le candidat d'aujourd'hui, il est plus que naturel. Voilà. Pourquoi? Il a redonné vie au PDCI. Là où des gens attendaient la mort du PDCI, après l'enterrement du président Bédié, voici quelqu'un qui est venu rehausser le PDCI. Là où on entendait l'implosion du PDCI, il est venu unir le PDCI. Il y a eu des approches qu'il fallait. Il n'y a pas eu d'éclat de voix. Il n'y a pas eu si vous voulez, d'émiettement au niveau du PDCI. Ça a été contesté dès le départ. De plus en plus de voix s'élevaient pour indiquer quelles sont ces voix, quelles sont ces voix qui s'élèvent?
être hors du pays pendant 20 ans ne veut pas dire... Et ne pas s'intéresser à la politique intérieure. Ben, écoutez, pensez-vous que tout à l'heure, le vice-président Ezalé vient de donner le score. Il dit 5200 personnes ont voté. Sur 5600 inscrits. Pensez-vous que ces 5500 et 200 personnes-là sont à la solde de M. Thiam? Pensez-vous ça? À vous de nous le dire. Ce sont des personnes qui trouvent en M. Thiam le candidat qu'il faut, l'homme de la situation qu'il faut. Mais est-ce que la frustration de ces détracteurs au sein du parti ne vient pas justement du fait que voilà quelqu'un à qui la République, sans avoir tout donné, il a été ministre du plan de 96, du moins, je pense, de 98, non, je crois en 99. Après le coup d'État, il a été évincé de façon naturelle du gouvernement. Il a fait plus de 20 ans hors du pays. Il disait et il le répétait ne pas vouloir s'intéresser à la vie politique ivoirienne. Et soudain, il apparaît, sinon il réapparaît un peu brusquement et il nourrit des ambitions qui, à leur sens, ne sont pas humbles. Là où d'autres ont lutté, ont galéré avec le président Bédié durant toutes ces années d'errance. Vous savez, quand on marche, on nourrit toujours des ambitions. Quand on avance. Le décès brusque, tragique du président Bédié a suscité quelque chose. Parce que le parti au pouvoir voulait voir le PDCI mourir. Et c'est dans son intérêt. Il fallait donc permettre au PDCI de survivre. Alors quand il a senti le besoin, tel un soldat, pour dire mon pays m'appelle, mon parti m'appelle, il est rentré. Notons qu'il est membre du bureau politique depuis 1996. Ça fait maintenant 29 ans de présence. Les journaux sont encore là. Absolument. Pour moi, tous ceux qui se permettent de dénigrer le président Thiam ne sont pas en mesure de l'affronter. Sinon, le lieu d'affronter le président Thiam, c'est le Congrès. Quand ces personnes refusent d'aller au Congrès, et puis elles se permettent de susciter des plaintes par-ci par-là, pour moi c'est une fuite en avant. On ne va pas leur remettre le PDCI. Non, ils doivent prendre le PDCI après les élections du Congrès. C'est de ça qu'il s'agit. Et le président Thiam allait être candidat, il a gagné, il gagne par 2 fois. Regardez, par 2 fois, même si c'est à reprendre. Si on nous appelle à 1h du matin pour nous présenter, Thiam nous appelle à 1h, 1 seconde, on est déjà présent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une stratégie du PDC RDA qui a voulu contourner une difficulté, qui a usé de stratégie. Mais en voulant résoudre un problème, est-ce qu'on n'en crée pas d'autres? Parce qu'il y a un communiqué de Valérie Yapo, que vous connaissez certainement. Elle dit « Je garde confiance dans la justice de mon pays. Le combat que nous menons est fondé sur des principes et non sur des passions. Il est légitime. » Que répondez-vous à ça? Est-ce que cela ne va pas susciter ou créer d'autres problèmes? Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'attitude de la chère dame Valérie Yapo est digne d'un militant ou d'une militante d'un parti politique? Mais elle estime être lésée. Est-ce que dans ses droits? Il y a eu des militants qui ont été sanctionnés, dont elle. Pour mettre fin à ça, les doyens ont donc fait des démarches auprès du président qui a pris une décision d'annuler toutes les sanctions. Un président qu'elle dit ne pas reconnaître, puisqu'élu selon elle dans l'illégalité. Ok. Ça ne dépend qu'elle. Il y a eu un congrès. Elle est militante du PDCI. Vous comprenez? Je l'ai écouté à une émission dire il y a des ministres qui sont là, qui ont été ministres, il y a des gens qui ont été ministres, on les connaît. Mais quand elle dit qu'il y a des gens qui ont été ministres, on les connaît, qu'elle ne connaît pas Thiam, il y a un problème. Il fut quand même le plus jeune ministre de la Côte d'Ivoire avant l'an 2000. Thiam a été le DG du Bénet. Il a été ministre ici du plan de développement. Elle
dit qu'on ne connaît pas Thiam, il y a un problème. Et Thiam, vous dites que, bon, comme on le dit, depuis 87, il est naturalisé français. Il a essayé de naturaliser français. Mais quand il était ministre, est-ce que vous avez entendu quelque part qu'il était ministre avec un statut d'expatrié? Justement, alors il y a... Est-ce qu'il était expatrié? C'est un ministre ivoirien. Et il est allé partout avec le titre ivoirien. Donc dire que, venant d'elle, pour dire que je ne connais pas Thiam, que je ne l'ai pas connu, il y a un problème. Très bien. Alors, il y a un fait d'actualité qui a précédé donc la tenue de ce congrès. C'était hier mardi, lorsque nous tous avons été interpellés suite à un courrier adressé par un certain Kwame Benje, présenté comme coordonnateur au sein du PDCI, de la délégation PDCI du Béquet, qui menaçait de perturber la tenue du scrutin dans sa délégation. Et il a même adressé un courrier au préfet de la région à cet effet. On va suivre dans cet élément la proclamation des résultats dans la région du Béquet, justement, une région où beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait des perturbations aujourd'hui. Visiblement, tout s'est déroulé dans le calme. Le concerné n'a pas fait signe de vie. Il est militant du PDCI, malgré tous les clichés qu'on a pu avoir de lui qui montrent sa proximité avec le Kangbagbo, mais il est depuis quelque temps quand même un membre de votre famille politique. On va suivre la proclamation des résultats au sein de la délégation du Béquet. Nous avions 32 bureaux de vote. Le nombre d'inscrits était de 317. Le nombre de votants était de 2308. Soit un taux de participation de 97,16%. Donc 308 votants sur un nombre d'inscrits de 317, ce qui fait un taux de participation de 97,16%. 0 bulletin nul, 0 bulletin blanc. Suffrage exprimé 308, a obtenu le ministre Cheikh Tidiane Thiam 308 voix. Je répète, 308 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas encore pu entrer en contact avec le fameux Kwame Benje, que certains militants de la délégation PDCI du Béquet disent ne pas connaître et ne pas reconnaître naturellement si on ne le connaît pas. Mais vous, Samba David, qu'est-ce que vous inspire le fait qu'on n'ait pas entendu parler de lui aujourd'hui? Il semble s'être effacé de cette journée là où tout le monde l'attendait en train de protester contre la tenue de ce scrutin. Chers journalistes, d'entrée de jeu, je vous avais dit que dans le Béquet, il n'y avait pas eu de perturbation. Vous avez entendu et regardé la déclaration. Dans le Béquet, censé être sous menace, il y a eu 100%. Il n'est pas le premier. Au départ, on a eu des jeunes qui ont porté plainte, après ils sont venus se dédire, non, pardonnez, c'est un temps qu'il nous a envoyé. Ce gars voulait se faire connaître un peu. Alors, il voulait qu'on parle un peu de lui. Mais il a représenté pour nous un caillou, comme un caillou. Quelqu'un l'a lancé. Et il n'est pas arrivé, il n'a pas atteint sa cible. Et il est tombé. Il a été ignoré là. C'est pour ça qu'il a été ignoré. Vous regardez les résultats. Est-ce que par ces résultats, on peut encore parler de perturbation dans le Béquet? Non. Certainement pas. Alors? Non. Non, il est mort de sa belle mort. Et là, on l'oublie. On passe à autre chose. On va passer justement à autre chose, à un autre chapitre concernant l'actualité de votre parti. Ici, il ne s'agit pas du congrès, mais on a appris par voie de presse ce mercredi que votre président, désormais réélu, reconduit à la suite du congrès de ce mercredi, a introduit une nouvelle demande d'obtention du certificat de nationalité
qui lui a été refusé il y a de cela moins de mois en arrière par la juge. Il demande donc que son document lui soit délivré, étant devenu exclusivement ivoirien, ayant renoncé officiellement à sa nationalité française. Sur ce point, votre premier commentaire? Oui, comme je l'ai dit, le PDCI est un parti de paix. Vous voyez, toutes les démarches entreprises par le président Cheikh Tidiane Thiam sont des démarches de paix. Pour lui, ce n'est pas nécessaire de faire des palabres pour obtenir un certificat de nationalité. Nous, on sait comment certains ont pu obtenir leur certificat de nationalité les jours fériés. Signer les jours fériés. Lui, il veut faire les choses dans les normes. Comme maintenant, vous reconnaissez que je suis ivoirien. Même si le ministre de la Justice a dit que le certificat de nationalité présenté en 2022, quand il se recensait sur la liste électorale, était authentique. Il reprend quand même. Maintenant que vous reconnaissez qu'il est ivoirien exclusivement, il reprend encore une demande pour que tout se passe dans la règle de l'art. Voici un monsieur dont la Côte d'Ivoire a besoin. La Côte d'Ivoire, lui, est tellement chère qu'il ne veut même pas de bruit. Alors, le congrès d'aujourd'hui a livré un verdict sans appel. Tidiane Thiam a bénéficié encore de la légitimité du PDCI avec un score écrasant, un score soviétique. Et là, il est en train de demander maintenant un certificat de nationalité. Après ça, c'est quoi la suite? Après le certificat de nationalité, pour dire, pour eux, les prendre au mot, comme vous reconnaissez que je suis maintenant ivoirien, donnez-moi alors mon certificat de nationalité. N'est-ce pas? Puisque la juge avait demandé de ne pas lui produire le certificat de nationalité, n'est-ce pas? Après ça, nous allons maintenant, il est ivoirien, nous allons vers la RLE. De l'argent, un budget a été mis en place pour la RLE en 2025. On ne peut pas faire, comment on appelle, on ne peut pas accoucher avant d'avoir fait les rapports. Vous comprenez? On fait les rapports d'abord et on accouche après. Quand le président de la CEI dit on va faire la RLE après les élections, mais c'est pourquoi on fait la RLE? C'est pourquoi? C'est pour permettre aux Ivoiriens, aux nouveaux majeurs, d'être électeurs. Mais c'est maintenant. Oui. Il y a déjà eu une RLE. Mais s'il y a déjà eu une RLE, pourquoi le budget 2025 a été mis en place? Si ce n'est pas nécessaire. Est-ce que le délai n'est pas trop court compte tenu du fait que les élections sont dans seulement 5 mois aujourd'hui? Il y a un besoin. Le besoin est là. Moi, je l'ai dit, quand j'étais leader de la société civile en son temps, nous avions dit, en 2020, nous avons organisé une marche blanche à la Riviera Palmera ici, interpellant le président Ouattara pour dire, face aux différentes plaintes de l'opposition, il fallait faire un choix entre sauver une élection ou sauver des vies. Sauver des vies, c'est pour dire aller discuter avec l'opposition. Sauver une élection, faire fi des plaintes de l'opposition et aller droit au mur. Les résultats, officiellement, 80 morts. On ne peut pas aller chaque année de mort en mort à chaque période électorale. Vous comprenez? Les Ivoiriens ont besoin de vivre. Et si à chaque année on doit mourir, qui est-ce qui vont gouverner? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, il faut la RLE et ça s'impose. Il y a des nouveaux Ivoiriens qui sont là, qui veulent, il y a des nouveaux majeurs du moins qui sont là, qui veulent voter. Que M. Ouattara permette à tout le monde de voter. Alors, de quels moyens disposez-vous pour pouvoir exercer de la pression sur le gouvernement afin que la RLE puisse se faire? Nous avons les moyens démocratiques et légaux. Comme je l'ai dit, oui, on n'a pas d'autres moyens. Nous n'avons pas d'autres moyens parce que nous ne sommes pas nourris à la même sève que les autres. Les seuls moyens que nous avons sont les moyens démocratiques et légaux. Je voudrais parler de marche. Je voudrais parler de sitting. Je voudrais parler de meeting et de lobbying auprès des chancelleries. C'est tout ce que nous pouvons faire. Parce que nous, au PDCI, on n'a pas de bac à verre. Nous, au PDCI, on n'a pas de machettes, on n'a pas de microbes.
Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Jean-Michel Guesson, l'on s'achemine vers la fin de cet imbroglio judiciaire autour du statut de M. Thiam sur le plan identitaire. Si éventuellement, puisqu'aujourd'hui on peut être plus ou moins d'accord sur le fait que les conditions sont réunies pour qu'il obtienne le fameux sésame, le certificat de nationalité. Est-ce que l'on s'achemine vers la fin de ces ennuis judiciaires à ce niveau? Nous l'espérons véritablement, mais n'empêche que c'est vrai qu'on a assisté tous à ce 9e congrès électif marqué par ce score soviétique, comme sera le martelé à l'instant, mais c'est dans une atmosphère, quoi qu'on dise, assez tendue. C'est dans une atmosphère qui est marquée par des tensions. Mais spécifiquement de son certificat de nationalité, de la question de son l'un mis dans l'autre, vers la fin de ce conflit ou de cet imbroglio autour de son identité. Vous savez, aujourd'hui, la personnalité de Thiam pose problème, quoi qu'on dise. C'est pourquoi je dis l'un mis dans l'autre, que ce soit son élection, que ce soit sa nationalité, cela pose problème. On espère qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice l'a dit, aujourd'hui, Thiam est exclusivement ivoirien. Donc, pour ma part, il n'y a plus de problème quant à un certificat de nationalité. Mais n'empêche que je me pose des questions sur est-ce qu'il y a la possibilité de se présenter en octobre 2025. Moi, je pense que c'est là le vrai débat. Sinon, le débat n'est pas aujourd'hui sur cette pièce, sur le certificat de nationalité. Pour ma part. Vous croyez qu'il aura ce fameux sésame dans les prochains jours? Oui, il va l'avoir. Aujourd'hui, il est pleinement ivoirien. C'est clair, il a rempli certaines formalités qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir demander normalement le certificat de nationalité. Ça, c'est une étape, c'est une acquisition primaire. Le grand enjeu, c'est sa réintégration sur la liste électorale. C'est à partir de là qu'il pourra exprimer son droit de vouloir être candidat. Peut-être en indépendant, c'est vrai qu'au PDC, on ne veut pas entendre parler d'un plan A ou un plan B, mais je vais dire il faut d'abord que M. Tidjane Thiam soit sur la liste électorale avant de prétendre être plus tard candidat. C'est là le vrai enjeu. Aujourd'hui, le PDC, il faut saluer le PDCI qui a quand même gravi des échelons, qui a fait des marches jusqu'à ce niveau, parce que depuis janvier jusqu'à maintenant, on ne peut pas compter le nombre d'assignations que le parti a eu à affronter, et aujourd'hui le PDC est en phase d'avoir un président qui a son certificat de nationalité qui est indiscutable. Maintenant, le grand enjeu maintenant, c'est son intégration sur la liste électorale. Ça passe par l'effectivité de la RLE. Cette RLE qui a été longtemps critiquée par toute l'opposition, pas que le PDCI, le PPACI, le COGEP, le GPS, même s'il a été dissous, les militants sont sur le terrain quand même, ils continuent d'exercer. Et je l'ai demandé tout à l'heure à M. Samba David de quels moyens dispose le PDCI pour pouvoir contraindre le gouvernement à faire la RLE. Il a dit... C'est pas la question qu'on va lui poser, mais on va peut-être la reformuler pour lui demander, vous êtes militant du PDC-RDA, vous êtes quand même dans l'appareil, ou bien proche de l'appareil décisionnaire, votre prochain combat prioritaire, c'est certainement la tenue de la RLE? Oui, je suis militant du PDC-RDA. Ne m'attribuez pas des honneurs qui ne sont pas... Voilà. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas dans l'appareil décisionnaire. Non, ça c'est trop me vanter. Je voudrais dire aux frères, cette question du plan B, en matière même de lutte, le plan B n'est pas bon. Il y a un général chinois qui était spécialiste des plans B quand il partait en guerre. Quand il prenait un pays ou un village, il laissait une fuite. On lui demandait, mais pourquoi tu laisses les prisonniers ou les adversaires fuir? Il dit, quand quelqu'un ne fuit pas, il va, quand il se sent vraiment sans solution, il se bat avec une énergie de désespoir. Donc, il devient encore plus coriace. Vous voyez? Donc, au PDCI, nous n'avons pas le plan B. Comme le RDA ne l'a pas connu. Pourquoi il y a eu le boycott actif en 1995? M. Ouattara était candidat. Le Conseil constitutionnel l'a disqualifié. Mais ça n'a pas empêché le RDA de le reconduire en 2000. N'est-ce pas? En 2000, il a été encore disqualifié. Ça n'a pas empêché de le reconduire en 2010. Parce qu'ils savent que le plan B, ce n'est pas bon. Nous, notre plan B, notre plan A, jusqu'à un plan comme vous voulez,
C'est le président Cheikh Tidiane Thiam. C'est lui qu'il nous faut. Parce que pour nous, la solution à la souffrance des Ivoiriens, pour nous, la solution à un état de non-droit, pour nous, la solution à un pays de détournement régulier, pour nous, la solution à un pays de 20 ans d'emprisonnement, c'est Cheikh Tidiane Thiam. Très bien, on vous aura compris. On va donc passer au second sujet de cette émission. Vous allez donc rester avec nous, pourquoi pas? Parce qu'on va parler d'un événement qui concerne tous les Ivoiriens et qu'Abidjan a abrité du 12 au 13 mai dernier, donc qui s'est achevé seulement hier mardi. Il s'agit de l'Africa CEO Forum édition 2025. Quels enjeux dans une période électorale? C'est le thème que nous allons traiter maintenant. Jean-Richard Nguessan, vous avez suivi comme tout le monde cette actualité qui est un événement majeur dans le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Est-ce que notre pays vient de marquer ainsi un gros coup sur le plan diplomatique? Ah oui, forcément, c'est un événement qui a réuni plus de 2000 chefs d'entreprise, d'investisseurs, de décideurs politiques. On a vu des chefs d'État également présents. Et vous savez, l'actualité en Côte d'Ivoire depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, reste malheureusement cristallisée par l'actualité politique. On évoquait le cas Tchad, les procédures judiciaires en un point fini. Et voir la Côte d'Ivoire qui fait parler d'elle autrement, je pense que c'est une bonne chose. Et une présence importante. Ah oui, c'est une présence. Effectivement, et plusieurs panels ont été animés. Je pense que c'est un bon positionnement pour la Côte d'Ivoire et sur le plan économique. Il faut noter que c'est vrai qu'il y a des critiques, mais n'empêche que à regarder de près, la Côte d'Ivoire se porte assez bien économiquement avec la présence notamment de tous ces décideurs qui sont venus de l'étranger. Soro Djabiga, votre point de vue sur cet événement que nous venons d'organiser dans notre capitale? L'Africa CEO Forum, organisé à Abidjan, est aujourd'hui le plus grand carrefour économique et politique influent de la Côte d'Ivoire. Il réunit plus de 2000 décideurs privés et publics. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet de rassembler le gouvernement et les partenaires privés et publics africains, nationaux et internationaux et aussi ivoiriens pour débattre des questions de développement, des questions économiques, pour faire développer l'Afrique et donner un nouveau souffle public-privé. Justement. Et le choix d'Abidjan n'est pas anodin. Il permet de positionner la Côte d'Ivoire comme le pôle économique, comme une sous-puissance économique dans la sous-région. Le choix n'est pas encore anodin également parce que nous sommes à l'orée de l'élection présidentielle 2025 et tous les regards des partenaires et des bailleurs de fonds sont tournés vers la Côte d'Ivoire. Tout le monde s'interroge de savoir si tout va bien se passer et si les intérêts ne vont pas être menacés parce qu'on ne cesse de le répéter. La Côte d'Ivoire a un cycle électoral de 10 ans. À chaque élection, chaque 10 ans, nous avons des problèmes, nous avons des troubles. Et il y a des conséquences au plan économique, au plan social et au plan humain aussi. Donc c'est pour rassurer aussi les investisseurs pour dire que le processus électoral qui arrive ne sera pas une entrave, ne sera pas une menace pour leurs intérêts économiques et financiers. Très bien. Samba David, en tant que militant actif du PDC-RDA, donc de l'opposition. Ici, il ne s'agit pas de débat politique, mais quand même, celui qui a chapeauté l'organisation de ce congrès, de ce forum, c'est bel et bien le président Alassane Ouattara, que vous critiquez dans toutes vos prises de position. Votre regard, justement, sur ce que l'on peut assimiler à un succès que vient d'enregistrer la Côte d'Ivoire. Tout est politique. Tout est politique. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Moi, je dis déjà, je remercie la discipline de l'opposition ivoirienne. Je remercie la discipline de l'opposition ivoirienne. Parce que ça aurait été M. Ouattara opposant à ce rendez-vous, grand rendez-vous économique, il aurait demandé à ses militants de prendre les rues à ce moment-là. Alors, s'il y a donc chapeau à tirer, c'est donc aux militants de l'opposition. Donc, excusez-moi, le PDCI a manifesté dans les rues de Cocody. Non, les femmes du PDCI ont manifesté. Non, ça n'a pas perturbé les événements parce que là, elles ont manifesté non seulement pour dire non à la démission du président Cheikh Tidiane Thiam et aussi dire leur ras-le-bol. Mais une image positive de la Côte d'Ivoire quand même. Bon, c'est arrivé. Si, on peut quand même sous un autre angle. C'était une manifestation disciplinée, encadrée. C'est une manifestation encadrée. C'est une manifestation encadrée. C'est une manifestation disciplinée et encadrée. Et cette manifestation a été spontanée. Cette manifestation n'a pas été faite parce qu'il y a le CIO. Ça a été fait. Elle a été faite du moins
parce que le président Thiam a démissionné à 1 h du matin. Donc vous voyez, de façon instantanée, les femmes sont sorties en rouge. Vous comprenez? Ce grand rendez-vous économique en Côte d'Ivoire, des gens savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un sol fertile. N'a pas une terre fertile aujourd'hui. Vu dans nos murs des chefs d'État et d'éminentes personnalités qui participent à ce on les a invités. Non. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, ce sont les médias étrangers qui font le relais du recul de démocratie en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? J'ai vu sur un journal, un média étranger, où on parle de tentatives identitaires en Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas parler de tentatives identitaires comme en 2010, où on parlait de, comment on appelle, poudrière identitaire. Vous avez vu ce titre-là? Ça, c'était plutôt en 2001 avec Benoît Schauer, voilà, le fameux sociologue. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que la démocratie n'existe pas. On ne peut pas mettre son argent dans un pays qui pose actuellement sur un volcan. Mais la Côte d'Ivoire demeure tout de même attractive. N'existe pas aussi, vous ne pensez pas que c'est un peu gros? On permet à un parti tel que le PDCI de manifester, vous êtes sur un plateau de télé, vous avez la latitude de parler, de critiquer le parti au pouvoir. Et aujourd'hui, ce forum qui, en dépit de tout, qui repositionne la Côte d'Ivoire et montre quoi qu'on dise. C'est quoi la démocratie chez vous? La démocratie, c'est quoi selon vous? La démocratie, c'est me retrouver ici. Au-delà de tout, la démocratie, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Ici en Côte d'Ivoire, on parle librement. Mais vous le faites actuellement. Ici en Côte d'Ivoire, on parle librement. Vous savez combien d'années de prison j'ai connu parce que j'ai parlé? Savez-vous combien d'années de prison j'ai connu parce que j'ai parlé? Savez-vous combien d'Ivoiriens sont en prison parce qu'ils ont parlé? Je me rappelle en 2000, quand les prêtres ont décidé de faire une marche de paix pour la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'à l'horizon pointait quelque chose de pas bien juste. Et quand les prêtres ont fait la déclaration pour dire le 15 février 2020, ils allaient marcher, automatiquement sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes militants de l'ADP qui ont dit qu'ils allaient faire couler le sang de ces prêtres-là. Et suite à leur déclaration, les prêtres ont donc mis fin à leur marche. Ces jeunes-là n'ont pas été arrêtés, y compris Al-Mustafa qui était à leur tête. Ils n'ont pas été arrêtés. Imaginez-vous que ce soit quelqu'un de l'opposition, même de la société civile, qui a tenu ce genre de discours. Il serait mis en prison aujourd'hui. Hier, à Gagnoa, Al-Mustafa a encore menacé, qu'il lance un défi à tous les militants de l'opposition. Quiconque lancerait un mot d'ordre sera considéré comme un ennemi. Il n'y a que les militants du RHDP qui sont protégés par la justice. Ça, ce serait venu de l'opposition, la personne serait arrêtée. Gala Kolebi est en prison, pourquoi? Ngueta Axel est en prison du PDCI, pourquoi? Macron Premier du PDCI, Gala Kolebi du PPACI, Touré Mamadou et Traoré Mamadou de GPS, ils sont en prison, pourquoi? Pour avoir donné seulement des déclarations, pour avoir dit des choses. Dans un pays où on parle de liberté d'expression, on ne met pas quelqu'un en prison pour son opinion. Très bien. Vous comprenez? Et les gens sont prêts en prison pour leur opinion. Et moi-même, j'ai été victime. Alors ne me parlez pas de démocratie en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous avez une fois vu les gens ont marché? Regardez, vous avez une fois vu? Enfin, le PDCI depuis que Ouattara au pouvoir. Le PDCI marche tous les jours depuis le 2 mai. Mais pour revenir justement à notre sujet, puisque nous parlons du succès que peut avoir eu l'Africa CEO Forum édition 2025 à Abidjan, le chef de l'État a déclaré ceci lors de son discours d'ouverture, que la transformation structurelle de nos économies doit reposer sur des priorités concrètes, entre autres le capital humain compétitif, la souveraineté alimentaire et énergétique, l'industrialisation de nos chaînes de valeur et l'accélération du développement des énergies renouvelables, entre autres, qui sont des axes importants pour l'orientation, pour la revalorisation de nos économies africaines. Soro Djabiga, votre commentaire sur ces orientations données par le président Ouattara? Et nous avons tous suivi son discours. Ce sont des données macroéconomiques qui sont réelles. Dernièrement encore, la Côte d'Ivoire a gagné 11 places dans le classement des RSF. Il faut le dire, quand on débat, il faut pouvoir faire des conseils. A reculé de 11 places. Voilà, reculé. C'est pourquoi je dis qu'on a gagné 11 places. On a reculé de 11 places. On est passé de la 66e place à la 55e place. Donc une régression au niveau de la liberté de la presse. Mais
est-ce que toutes ces données, est-ce que tous ces chiffres macroéconomiques se reflètent dans la vie sociale des Ivoiriens? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien moyen peut dire qu'il vit normalement? Est-ce que le fonctionnaire peut dire qu'il vit de son salaire normalement, décemment, sans pouvoir contracter des prêts, sans pouvoir demander de l'argent aux voisins pour pouvoir couvrir ses charges fixes, ses charges mensuelles, payer son loyer, son transport, s'occuper de ses enfants, se soigner? Est-ce que c'est réel? Nous avons vu la manifestation des fonctionnaires, des enseignants récemment. C'est vrai que c'était les enseignants qui étaient les véritables acteurs de cette manifestation, mais c'est tous les fonctionnaires qui soutenaient l'action, même si au-delà de tout, ce sont les enseignants qui étaient mis au devant. Il y a quand même eu des mesures incitatives ces dernières années dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Il ne cesse de les citer, mais la réalité est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour pouvoir... Il ne suffit peut-être pas, mais il y a quand même eu des actes forts posés par le gouvernement. Il faut saluer ces actes, mais ça ne suffit pas, c'est pas fort. Aujourd'hui, l'instituteur est payé à combien? Le professeur de lycée est payé à combien? Le loyer coûte combien en Côte d'Ivoire aujourd'hui? On va demander l'avis de notre invité. Le loyer coûte combien? L'électricité. Aujourd'hui, on entend les influenceurs le dire sur les réseaux sociaux, on travaille pour payer les factures d'électricité. Les prix des factures sont exorbitantes. Le loyer coûte cher, le prix du sac de riz. Se soigner, la scolarité, ça coûte cher. Donc, je reviens pour dire que ces chiffres-là, quand on fait des investissements, parce que la Côte d'Ivoire est excessivement endettée, il faut le dire. Quand on contracte des prêts... Pas excessivement. Nous sommes en deçà des 60% de notre ratio PIB. Nous sommes quand même à plus de 30 000 milliards. Hein. Quand le président venait, on était à peu près à 6 000 milliards. Aujourd'hui, la dette a carrément doublé en 10 ans. Ça a carrément doublé. Donc, quand on contracte des dettes, d'abord, il y a deux problèmes. Il y a d'abord la saine gestion de ces dettes-là, mais aussi l'investissement qu'on fait avec. Il faut pouvoir faire des investissements productifs. Mais quand on prend pour construire des routes, des ponts, et sur lesquels on met encore des péages, vous savez, hier, j'étais à une couverture médiatique où les transporteurs menaçaient de lancer une grève de 2 jours. Parce que dans l'année fiscale de 2024, il y a une TVA de 18% qui a été fixée sur l'achat de chaque billet. Mais les transporteurs, conscients des réalités des populations, ne veulent pas appliquer cela directement aux consommateurs. Donc, ce sont les transporteurs qui supportent cette charge-là, avec les nombreux péages déjà qui ont été imposés. Par exemple, au niveau d'Abidjan, quand on quitte Abidjan pour aller à Korogo, aujourd'hui, c'est 5 péages qui sont sur la route. Quand on prend la route de Lodjibia, il y a plusieurs péages sur la route. Absolument. Donc, les transporteurs aujourd'hui menacent de descendre dans les rues, menacent de bloquer la circulation. Donc, il y a autant de problèmes, il ne faut pas se focaliser sur ces grands chiffres. Alors, nous avons malheureusement quasiment terminé notre temps d'antenne. On va permettre à Samba David de réagir à ce que vous avez dit. C'est clair qu'en tant qu'opposant, il y a des flèches qui nous attendent. On va prendre sa réaction et on fera un dernier tour de table de chacun. Samba David. Chers journalistes, nous sommes tous Ivoiriens et nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous vivons le quotidien des Ivoiriens nous-mêmes. Vous voyez, nous partageons le quotidien des Ivoiriens. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui est vécu. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Quand on parle d'économie, mais je voudrais aborder dans le même sens que le journaliste en face de moi, Soro Diabiga. Quand M. Ouattara était opposant, une dette de 6 000 milliards, il a trouvé cela monstrueux. Il dit c'est anormal, le pays est endetté. Mais aujourd'hui, on a combien? C'est ça. Vous voyez, n'oubliez pas les propos tenus. Déjà, c'est pour ça que j'aime la VAR aujourd'hui. La VAR qui est arrivée là, ça nous ramène derrière. Voilà ce que tu disais, voilà ce que tu fais aujourd'hui. Tout est cher en Côte d'Ivoire et ça, on ne peut pas le nier. Tout est cher en Côte d'Ivoire, ça, on ne peut pas le nier. Quel que soit là où les indices économiques vont conduire, mais la réalité des Ivoiriens, c'est différent. Nous, on a pensé que ces routes qui sont en train d'être faites, regardez la route à péage de Bassam. Combien de fois on n'a pas appelé au boycott là-bas? Pourquoi? Tu quittes à Bassam, tu quittes à Abidjan, tu vas à Bassam, tu vas payer 1000 francs. Vous comprenez? Mais si le transporteur doit payer, mais l'usager, il paye, le coût monte. Dites à M. Ouattara que ce ne sont pas les chiffres là, dits par la Banque mondiale, par la Banque mondiale là, qui résout le problème des Ivoiriens. Le problème des Ivoiriens, c'est le kilo de riz. C'est le litre d'huile, le loyer. Tous ces ingrédients qui ont contribué à sa campagne en 2010 pour dire 1 kilo d'huile qui était à 750 francs, est-ce la guerre? Aujourd'hui, le kilo d'huile est monté à 1200 francs.
De 750 à 1200, ça a doublé. Ouais. Pendant qu'il disait ça, le sac de riz 25 kg était à 9500. Aujourd'hui, on en passe à 16 000. On ne peut pas faire pire que ce qu'on a critiqué et puis dire que vous voulez qu'on l'applaudisse. On ne peut pas applaudir Ouattara. Il nous reste à peine 2 minutes pour terminer notre émission. Un dernier tour de table. Je rappelle que la dette est précisément de l'ordre de 32 602,9 milliards de francs CFA et elle représente environ 36% du PIB de la Côte d'Ivoire. Donc on est véritablement dans le canevas. On n'est pas surendetté, mais elle reste tout de même alarmante. Oui, certainement. Jean-Richard Nguessan, 30 secondes, votre dernier mot. Moi, je veux juste saluer l'avènement de l'Africa CEO, quoi qu'on dise. C'est un événement qui repositionne la Côte d'Ivoire, qui met la Côte d'Ivoire au centre du monde et qui réaffirme le leadership, quoi qu'on dise, de la Côte d'Ivoire. On a vu le panel présidentiel, un panel qui a réuni plusieurs chefs d'État, notamment le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. On a vu le président rwandais, Paul Kagame, le président mauritanien. On a vu le vice-président, notamment de la Côte d'Ivoire. Et le thème qui a été débattu, c'était vers une Afrique puissante, quelle intégration économique, politique et commerciale. On sait qu'il y a plusieurs mutations aujourd'hui, des mutations majeures aujourd'hui de l'Afrique, des mutations géologiques, économiques, géopolitiques, financières, environnementales. Et il est bon que l'Afrique pense ces différentes mutations-là pour une Afrique, comme le thème l'a dit, assez puissante. Soro Djabika, 30 secondes chrono. Oui, moi j'aimerais saluer le coup de maître de Tidjane Thiam. À son arrivée sur la scène politique ivoirienne, il a dit un jour, on ne peut pas prévoir la réaction de l'adversaire qui est en face, mais ce qui est important, c'est la capacité de réaction face à ces attaques. Aujourd'hui, Tidjane Thiam, il a une approche beaucoup plus soft power. Il est en train d'avoir le gouvernement à l'issue parce qu'il pousse le gouvernement à commettre des erreurs. Aujourd'hui, à l'international, sans crier à la victimisation, il attire tous les projecteurs sur lui. Aujourd'hui, c'est lui qui passe un peu sur presque tous les plateaux en train d'exposer les problèmes que la Côte d'Ivoire connaît, les problèmes que son parti politique connaît. Et c'est une technique qui marche beaucoup parce qu'on voit déjà les résultats. Et j'aimerais saluer vraiment son coup de communication. Vraiment, ça se sent que vous l'admirez. Samba David, 30 secondes, rapidement. Je voudrais féliciter donc le président Cheikh Tidjane Thiam qui vient d'être plébiscité parce que être élu à 99,77%, tous les militants du PDCI l'ont voté. Et c'est lui qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci également à vous Samba David, merci Jean-Richard Nguessan, merci Soro Djabika. L'Intelligent Club pour ce mercredi c'est terminé, on va se dire au revoir et on se retrouve demain.